Bonjour à tous. Un premier test pour voir si le son et le visuel est bon pour tout le monde, s'il vous plaît. Voilà, ça répond pas. Ah, son OK. Voilà. Ah, super. Géraldine, le son est OK. Voilà. OK, son. Voilà. Tu vois les réponses sur le petit pavé à droite? Alors, c'est dans questions, c'est ça? En question. Voilà, ouais. Et là, tu as tout le monde qui commence à répondre. Dominique Roux, Mathieu Bourdet, Bertrand Lafort. Alors, questions, moi, j'ai pas. Ah oui, sont OK, je vois, oui, Voilà. effectivement. Donc, c'est bon. Eh bien, je te laisse te présenter et bon webinaire. Merci beaucoup, Sandrine. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de ce webinaire, donc de cette série de 3 webinaires qui auront lieu donc tous les jeudis, tous ces jeudis du mois de septembre. Alors, j'ai présenté 3 webinaires au printemps dernier où on a abordé le développement durable, la RSE, comment intégrer une démarche RSE au sein de son entreprise, et quels étaient les enjeux pour les entreprises à mettre en place une politique de développement durable. Et durant ces 3 prochains webinaires, on va rentrer un petit peu plus dans votre cœur d'activité en abordant donc ce jour le reporting extra-financier. La semaine prochaine, on ira encore un peu plus dans votre métier et on parlera d'audit de données extra-financières. Et ensuite, le dernier jeudi, donc le 28 septembre, on va aborder, illustrer en fait ce qu'on aura vu pendant les 2 premiers webinaires à travers l'exemple des sociétés à mission et de l'audit des sociétés à mission. Donc, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Géraldine Carmouche, je suis consultante en RSE. J'accompagne les entreprises à mettre en place leur démarche de développement durable et je les accompagne et les conseille également dans la mise, le développement d'une offre responsable, d'offres d'innovation éco-socio-conçue. Et mon background, parce que avant d'être consultante, eh bien, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Et donc, je ne suis pas basée dans votre belle région, je suis dans une autre belle région, je suis située, implantée sur Montpellier. Voilà, donc on va rentrer, avant de rentrer vraiment dans le détail du reporting extra-financier, ce que je souhaiterais faire, c'est rappeler des notions de base sur lesquelles repose ce reporting extra-financier. Ah, j'ai un petit problème avec… bon, on va faire avec… Souris. Donc, on va déjà aborder le concept d'externalité. Alors, ceux qui ont suivi les 3 webinaires du printemps seront un peu plus à l'aise avec ces concepts-là. Une externalité, ça désigne un coût ou un bénéfice pour un tiers qui n'a absolument aucun contrat sur la façon dont a été générée cette externalité. Alors, le terme externalité est un terme extrêmement, c'est un terme d'expert. Dans le langage commun, on parle d'impact, impact positif ou impact négatif. Donc, les parties prenantes de l'entreprise, ce que je désignais auparavant comme tiers, sont soumises donc à ces externalités. Alors, petit rappel sur les parties prenantes. Les parties prenantes concernent tout l'écosystème qui entoure l'entreprise, l'écosystème économique, l'écosystème social et l'écosystème environnemental. Et elle intègre à la fois des parties prenantes internes, les actionnaires, les salariés, la direction et des parties prenantes externes, ce sont bien évidemment les clients, les fournisseurs, mais également les ONG, les riverains, l'État, les médias, et puis même au-delà de ce périmètre, tout notre écosystème, notre environnement, y compris notre atmosphère avec les émissions de gaz à effet de serre que nos activités génèrent. Alors, juste un petit exemple d'externalité positive ou négative. Alors, vous allez voir que j'utilise pas mal d'illustrations de transport. Je ne sais pas si c'est les vacances qui m'ont influencé. C'est l'exemple d'une zone aéroportuaire.
Une externalité négative pour une zone aéroportuaire, c'est par exemple cette pollution sonore qui va effectivement avoir un impact et des conséquences sur les riverains. Ça peut être également d'autres externalités environnementales, notamment sur la biodiversité, les oiseaux. La Ligue de protection des oiseaux regarde de très près les zones aéroportuaires. Et bien évidemment, les aéroports produisent aussi des externalités ou des impacts positifs, puisqu'un aéroport va générer de l'activité économique et va générer bien évidemment de la création d'emplois. Donc ça, c'est le premier concept. C'est un premier concept qui est très important pour comprendre ensuite ces notions, enfin le reporting extra-financier. Et le second concept, très important également, c'est le concept de matérialité, qui est bien évidemment très, très lié au concept d'externalité. Alors, c'est quoi la matérialité? Eh bien, la matérialité, ça recouvre excusez-moi, tous les aspects économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux qui vont être susceptibles d'impacter la stratégie, le modèle économique de l'entreprise, mais qui vont également avoir une influence significative sur les parties prenantes internes ou externes de l'entreprise. Pour déterminer cette matérialité, eh bien, on va se servir des enjeux majeurs de l'entreprise, des externalités majeures de l'entreprise. Et ça, c'est un travail qu'effectivement, toute entreprise qui rentre de la RSE se doit de faire, déterminer quels sont ces enjeux majeurs et prioriser ces enjeux. Cette priorisation, elle se fait bien évidemment en interne de l'entreprise, mais elle se fait également avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'entreprise. Cette analyse de la matérialité, elle va prendre à la fois en compte des objectifs, elle va fixer des seuils et elle va tenter de divulguer l'information pertinente, donc, et de divulguer voilà, de façon prioritaire les enjeux majeurs pour l'entreprise et pour son écosystème. Et lors de l'analyse de cette matérialité, eh bien, l'entreprise va devoir prendre en compte pas mal de facteurs, notamment les questions sectorielles. Les enjeux RSE d'une entreprise qui fait du ciment, par exemple, ne seront pas les mêmes qu'une entreprise qui fait du recrutement. Vous avez bien compris. Elle va prendre également en compte tout ce qui est le cadre légal et normatif de l'entreprise, l'impact, les externalités des activités de l'entreprise, le modèle et la stratégie de l'entreprise et les attentes, bien évidemment, aussi des parties prenantes. Donc, ce concept de matérialité, c'est vraiment le concept de base parce que c'est par ce biais que l'information de durabilité va être divulguée. Et donc, c'est le pendant de l'information financière dans le reporting extra-financier. Alors, un petit exemple, parce qu'un exemple est toujours plus parlant, je reprends l'exemple des transports. J'ai pris l'exemple du groupe SNCF. Là, vous voyez sur cet écran, c'est ce qu'on appelle une matrice de matérialité. La SNCF, avec ses parties prenantes, a défini certains enjeux, des enjeux majeurs. Alors, généralement, on traite entre 15 et une trentaine d'enjeux, des enjeux qui peuvent être de nature qui peuvent être liés à l'environnement, aux collaborateurs, aux relations avec le territoire ou à la gouvernance. En l'occurrence, voilà, c'est un enjeu de mobilité. L'enjeu de mobilité durable a été également ajouté compte tenu de la nature de cette entreprise. Et chacun de ces enjeux va être quantifié dans son importance, à la fois par les parties prenantes internes et par les parties prenantes externes. Et la conjugaison de l'importance de ces facteurs va donner donc cette matrice de matérialité qui va définir quels sont les enjeux prioritaires, les enjeux RSE prioritaires que l'entreprise doit regarder de près. Donc, en l'occurrence, les enjeux prioritaires, c'est ceux qui sont donc en haut à droite de votre écran et qui sont notamment la sécurité, les ressources environnementales ou l'exemplarité dans la conduite des affaires. Donc ça, c'est un exercice que chaque entreprise se doit de réaliser avant de faire son reporting extra-financier. Ensuite, je voudrais vous expliquer un petit peu la différence entre RSE versus ESG. On ne sait pas trop quand les utiliser. Donc, la RSE, c'est
ça fait référence à la stratégie que va déployer l'entreprise pour contribuer au développement durable, donc minimiser ses externalités et ses impacts négatifs et essayer d'avoir un comportement vertueux en accélérant des actions positives. Et ça sur les 3 dimensions, qui sont les dimensions économiques, sociales et environnementales. L'ESG, donc, qui est l'abréviation anglo-saxonne de Environmental, Social and Governance, eh bien, ce sont les éléments clés qui vont permettre de mesurer la durabilité et l'impact éthique d'une entreprise. Donc, en fait, la RSE et l'ESG, c'est à peu près la même chose. Voilà, on dira que alors moi je fais de la RSE, donc on dira que l'ESG, effectivement, c'est la RSE des investisseurs. Voilà, je vais passer sur cette slide-là et passer. Voilà, un autre concept que je voulais aborder avant vous, avant de parler de finances durables, avant de parler de reporting extra-financier, c'est la finance durable. Donc, la finance durable, c'est un type de placement financier qui permet de s'assurer que les activités qui sont développées sont respectueuses des valeurs sociales et environnementales. Et cette finance durable, en fait, elle recoupe 3 types d'investissements. Elle recoupe la finance solidaire qui, elle, s'intéresse donc aux questions sociales et sociétales et qui est intégrée en fait dans tout ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire et qui va orienter l'épargne vers des sujets d'utilité sociale, le microcrédit, l'accompagnement des personnes en difficulté, etc. Et puis la finance verte, qui elle va s'intéresser à la transition, à tous les investissements dans la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, le principal outil qui est utilisé dans la finance verte, ce sont les green bonds, les obligations vertes en français. Et l'investissement socialement responsable, eh bien, c'est un investissement qui prend en compte à la fois ses aspects sociaux, sociétaux et ses aspects environnementaux. L'investissement socialement responsable, elle est née dans les années 70 où certains investisseurs écartaient volontairement certaines entreprises qu'elles considéraient avoir un comportement non vertueux. Dans les années 80 et 90, l'investissement social, voilà, on atteint un cran supplémentaire en excluant certains secteurs d'activité. Alors, ça peut être l'alcool, le tabac, ce genre de… Voilà. Et puis, dans les années 2000, eh bien, ces investisseurs transforment ces questions ESG en véritables opportunités d'investissement. En fait, l'investissement responsable, il est né bien avant les années 70, hein, puisque il est né au XVIIIe siècle. Ce sont les Quakers de l'Église anglicane qui étaient très impliqués dans l'économie, qui déjà, effectivement, n'investissaient pas dans certains types d'activités, notamment les industries qui étaient liées à l'esclavage. Donc, les investisseurs responsables vont essayer de combiner performance financière et performance extra-financière, notamment en fixant des critères d'exclusion. Donc, ça peut être effectivement aujourd'hui, les investisseurs responsables excluent par exemple le secteur des énergies fossiles. C'est également une nécessité pour les investisseurs responsables de définir un champ d'investissement et puis de sélectionner les entreprises dans lesquelles ils vont investir sur des critères, sur ces fameux critères ESG. Ces investissements responsables, ils ont donné lieu à un label, le label ISR, qui a été créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances et qui permet donc aux épargnants, les investisseurs aussi professionnels, de distinguer les investissements responsables de ceux qui le sont moins, on dira, avec effectivement des méthodologies bien précises. Alors, avant qu'on regarde ces problématiques de reporting extra-financier, je voudrais qu'on revienne également sur le cadre réglementaire.
et on va beaucoup parler d'Europe et de Commission européenne. Et donc la NFRD, qui est la Non-Financial Reporting Directive, permet de fixer les règles qui sont relatives à la divulgation des informations de durabilité. Et depuis 2018, cette fameuse NFRD oblige certains types d'entreprises à faire état de leur état non financier dans un rapport annuel. Cette NFRD, elle ne s'applique, encore aux entreprises de plus de 500 salariés, ce qui représente à peu près 12 000 entreprises au niveau européen. Au-delà de ces grandes entreprises, elle concerne également les entreprises qui sont d'intérêt public, comme voilà, les compagnies d'assurance, les banques, etc. En France, aujourd'hui, c'est 3 800 entreprises qui sont soumises à ce reporting extra-financier qui a été transposé au niveau national en France. Donc, on ne parle pas de NFRD, on parle de déclaration de performance extra-financière qui a donc été promulguée en 2018. Alors, le reporting extra-financier, qu'est-ce qu'il contient? Alors, il comprend à la fois des données sociales, des données sociétales, des données sur la gouvernance et la prise en compte de ces critères RSE par la gouvernance dans l'entreprise et bien des critères environnementaux. Un rapport extra-financier se doit d'intégrer les éléments suivants. D'une part, une description du modèle économique de l'entreprise, une description de la stratégie et des politiques menées par l'entreprise, et notamment en termes de diligence raisonnable. Le rapport doit afficher également le résultat de ces politiques et doit être en mesure d'identifier les risques pour l'entreprise et le cas échéant, et de manière proportionnée, ses relations d'affaires, ses produits ou ses services qui sont susceptibles d'avoir un impact négatif dans ces domaines et bien évidemment la façon dont l'entreprise va gérer l'ensemble de ces risques. Et puis bien évidemment, la mesure de cette politique et de ces actions doit se traduire par l'utilisation d'indicateurs clés de performance extra-financiers. Le reporting extra-financier, il intègre réellement ce qu'on appelle la taxonomie verte. Alors, la taxonomie verte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une classification des activités économiques qui a été mise en place par la Commission européenne en 2018 et qui permet d'identifier quelles sont les activités durables d'un point de vue environnemental. Donc, la taxonomie ne concerne que le volet environnemental du reporting. Et cette taxonomie verte, elle a été mise en place pour mobiliser les investissements vers des entreprises plus vertes et voilà, pour parvenir à la neutralité carbone d'ici l'année 2050. Alors, la taxonomie verte, elle est basée sur 107 activités économiques. Et le premier travail d'une entreprise, ça va de voir si parmi ces 107 activités économiques, elle est éligible. Donc, ces 107 activités économiques, pour être éligible, il faut effectivement avoir une activité bas carbone. Alors, par exemple, la SNCF, c'est un transport bas carbone, pour reprendre cet exemple. Est-ce que l'activité va contribuer à la transition vers une économie décarbonée? Donc là, par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments fait partie de cette catégorie. Et ensuite, les activités qui vont permettre un verdissement ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là, voilà, c'est le cas et l'exemple de toutes les activités qui sont relatives aux énergies renouvelables. La taxonomie verte vise 6 objectifs environnementaux. L'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique. Ce reporting est réalisé déjà depuis 2022 pour les entreprises de plus de 500 salariés, donc qui sont soumises à la NFRD, ou à la DPEF en France.
Un des objectifs également, c'est l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Sur ces 3 derniers objectifs, ils seront mis en place, dans le reporting dès 2024 sur les données 2023. Alors, en termes d'éligibilité, ce qui va être pris en compte, c'est à la fois le chiffre d'affaires de l'entreprise, quelle est la part de ces activités qui intéressent ces objectifs, mais également en termes d'OPEX et de CAPEX. Donc, ce sont des ratios qui sont utilisés. Une fois que l'éligibilité de l'entreprise a été déterminée, il est question d'alignement. Est-ce que l'entreprise est alignée avec la taxonomie verte? Et là, on va essayer de vérifier d'une part, bien évidemment, si l'entreprise contribue à un ou plusieurs de ces objectifs. Si, tout en contribuant à cet objectif, eh bien, on ne nuit pas à un des 6 autres objectifs. L'entreprise vient aussi respecter les droits sociaux et les droits humains et les droits du travail. Et l'entreprise doit être en mesure de pouvoir répondre aux critères d'examen technique qui pourraient être demandés. Voilà, je vais passer assez rapidement sur le calendrier de la taxonomie verte. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette taxonomie verte, elle s'adapte, elle a été appliquée aux entreprises de plus de 500 salariés. Et cette taxonomie verte, maintenant, le périmètre va être élargi avec la CSRD dont on va parler dans très peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on mesure dans le reporting extra-financier? Alors, on va déjà mesurer des flux physiques. Alors, ça peut être des émissions de gaz à effet de serre. C'est la nécessité de faire, pour les entreprises, de faire un bilan carbone. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Ça peut être la réduction de déchets, par exemple, ou la réduction de produits polluants. Et puis, ça peut être des flux sociaux, le turnover de l'entreprise, le ratio homme-femme. Voilà. Tous ces éléments de flux font partie effectivement de ce qu'on retrouve dans un reporting extra-financier. Un aspect important aussi, c'est les redistributions. Comment la valeur de l'entreprise est redistribuée. Voilà. Alors, ce sont des redistributions, bien évidemment, aux salariés, et donc qui peuvent être faites effectivement à des associations ou à certaines œuvres. Les redistributions au niveau de son territoire, donc par l'achat de produits locaux, que ce soit des fournitures de bureaux. Voilà. Et puis, bien évidemment, les redistributions via les taxes. On va mesurer également les actifs, et ça c'est très important parce que la RSE contribue de façon importante aux actifs immatériels de l'entreprise. Elle contribue par son capital humain. On sait que la RSE permet effectivement d'attirer talents, de conserver des talents, de motiver le personnel. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Voilà, ça peut être également effectivement des actifs environnementaux, des actifs relationnels, le fait d'avoir mis en place des relations avec ses parties prenantes ou avec ses clients de façon privilégiée fait partie effectivement de l'amélioration des actifs incorporels et matériels de l'entreprise. Et puis, tout ce qu'on… Pour les auditeurs, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées, ce sont les externalités qualitatives. Alors, ça peut être des baromètres de satisfaction des employés ou des clients ou différentes actions qui sont mises en œuvre dans l'entreprise, qu'elles soient de nature environnementale ou sociale. Alors, à qui ces rapports sont-ils destinés? Ils sont destinés effectivement à un grand nombre de publics. Alors, pour les sociétés qui sont cotées en bourse, elles sont plutôt adressées aux analystes financiers et aux investisseurs, mais en termes d'audience, ce sont les employés, effectivement, qui sont les premiers lecteurs de ces rapports financiers. On a également, bien évidemment, les actionnaires, les investisseurs, les clients, les fournisseurs, les communautés locales, les organes de régulation et les organes gouvernementaux, etc.
Donc, c'est un document qui, effectivement, a beaucoup de publics cibles. Alors, le reporting financier, extra-financier a aussi pas mal de limites et on verra par la suite que la CSRD, qui a été mise en place récemment, essaie de répondre justement à ces limites de reporting. D'une part, les rapports de reporting extra-financier, jusqu'à présent, ne sont pas standardisés, ce qui laisse effectivement une latitude à toute personne pour rédiger ce rapport et qui rend difficile les comparaisons et les mesures des impacts. Ce qu'on retrouve beaucoup également dans les reportings extra-financiers, c'est des listes à l'après-vert. On va lister tous les impacts environnementaux et sociaux au lieu de se concentrer sur les impacts, sur cette fameuse matrice de matérialité qui, elle, va hiérarchiser et qui va prioriser les actions qui doivent être mises en place par l'entreprise. Souvent, ces rapports également manquent de mesures matérielles et d'objectifs et de jalons clairs. On a souvent une faible analyse stratégique, alors c'est lié au second point, voilà, par une absence d'analyse et de stratégie et d'analyse de la matérialité de l'entreprise. L'absence de données chiffrées est souvent également aussi malheureusement remarquable. Et enfin, voilà, ces rapports de durabilité, ils sont parfois utilisés plutôt comme support de communication. On utilise les parties prenantes dans des citations, mais on n'a pas forcément impliqué ces parties prenantes dans la mise en place de ce rapport de durabilité. Et voilà, ça peut être utilisé comme un outil de communication. On ne met en valeur que les actions positives et ça peut parfois s'apparenter un peu à du greenwashing, du social washing ou du purpose washing en fonction des actions qu'on met en avant. Alors, même si aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de standard en termes de reporting, il existe pas mal d'outils qui sont des guidelines, qui donnent des directives et des méthodologies pour effectuer ce reporting extra-financier. Il n'y a pas aujourd'hui d'obligation à utiliser ces outils, mais de facto, voilà, ce sont des outils qui sont grandement utilisés parce qu'ils sont facilitateurs. Alors, un de ces outils, c'est le GRI, le Global Reporting Initiative, qui est un collectif à but non lucratif qui a mis en place dès 1997 sur donc des guides et des directives sur la façon de reporter ces données de durabilité. On a également le Sustainability Accounting Standard Board, qui est une ONG américaine et qui a établi, qui est une grosse référence au niveau international, qui a établi des normes d'information financière, enfin comptable et sectorielle. Voilà. C'est un des gros avantages de cet outil, c'est l'analyse sectorielle qui en est faite. Et puis, au niveau européen, on a l'ISO, donc la norme ISO 26000, qui est un guide très utilisé pour le reporting extra-financier. Et puis, on a des outils qui sont un peu plus spécifiques, par exemple, la Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, qui est un outil qui a été développé après la COP21 et qui donne un cadre de reporting pour le changement climatique. Voilà, c'est un outil uniquement, effectivement, pour les aspects climatiques du reporting extra-financier. Et puis, on a également un outil qui, je pense, va être de plus en plus utilisé, qui est le reporting intégré, l'Integrated Reporting Council Framework, qui a été mis en place donc, par ce groupement. On en reparlera un petit peu plus tard de ce reporting intégré qui commence à se développer de plus en plus. Alors, au niveau du process de reporting, c'est un process assez standard. Hein, donc, la première étape, c'est l'étape de reporting, où on va faire tout ce travail d'analyse de la matérialité qui va permettre de fixer des objectifs, des seuils et des indicateurs pour mesurer les impacts extra-financiers. La seconde étape, c'est l'étape de collecte des données, l'organisation
de ces données qui vont ensuite faire l'objet d'une structuration, etc. Et puis la phase de rapport qui, elle, va devoir intégrer à la fois l'engagement de la direction et l'engagement également des parties prenantes. Ça, ce sont des éléments qui sont très importants à prendre en compte dans le reporting financier et dans l'audit des données extra-financières. Alors, quelque chose qu'on va aborder lors du webinaire du 21 septembre. Alors, quelques règles de bon sens pour le reporting extra-financier. Une barre, c'est de transmettre des données claires. On va plutôt utiliser des ratios ou des données brutes pour pouvoir effectivement faire des comparaisons. On va essayer d'engager dans ce reporting les parties prenantes externes, en les intégrant et en les informant aussi des progrès qui ont été réalisés sur ces critères RSE. Bien évidemment, intégrer la direction, qui doit faire partie du comité d'examen de ce rapport, du rapport extra-financier. Et puis, et là, c'est quelque chose, à mon avis, qui est fondamental, il faut présenter ces performances non financières dans le contexte de la stratégie de l'entreprise. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit complètement déconnecté de la stratégie de l'entreprise. Il faut savoir qu'il existe également deux types de rapports. Alors, les rapports de synthèse, qui sont destinés au public dont on a parlé avant, donc les actionnaires, les collaborateurs, les prestataires, etc. Et puis, on a des rapports d'externes qui vont aller beaucoup plus dans le détail, dans les ratios, dans les méthodologies utilisées et qui sont utilisées essentiellement pour les investisseurs. Donc, c'est un rapport beaucoup plus détaillé et plus précis. Alors, juste un petit mot sur le rapport intégré. Alors, le rapport intégré, c'est un rapport qui consiste en fait à conjuguer dans un même document les déclarations financières et les déclarations extra-financières. Et donc, c'est un document qui a pour objectif de démontrer la capacité de l'entreprise et à créer et à maintenir cette valeur. C'est un document qui peut être communiqué à toutes les parties prenantes. Et ça, c'est un document qui permet aussi de donner une certaine robustesse financière à ces questions de RSE et qui tend à démontrer que voilà, ces externalités, ces impacts sont des actifs et des passifs pour le futur. Ça permet également de mieux communiquer sur les performances de l'entreprise et de faire également une analyse de la rentabilité des politiques de durabilité. Je pense que c'est l'avenir des rapports extra-financiers. Voilà pour ce rapport extra-financier. Et maintenant, on va parler de l'actualité avec l'arrivée de la CSRD, qui est un événement assez récent. Et donc, l'European Sustainability Report Standard, donc c'est un ensemble ça a été publié par les FRAG, et c'est un ensemble, a permis de générer un ensemble de normes et d'indicateurs qui vise à standardiser ces déclarations extra-financières et voilà, à mettre fin à des pratiques voilà, différentes. Ces normes, elles sont regroupées en 12 documents qui vont couvrir différents secteurs et qui visent à fournir des normes globales comparables, une transparence et une confiance pour les parties prenantes et les investisseurs en particulier. Ces normes, elles sont guidées par l'analyse de la matérialité. Elles tendent à intégrer une démarche d'amélioration continue et elle permet effectivement une meilleure compréhension et une prise de décision éclairée. Alors, cette norme, le tronc commun de cette norme prévoit 13 catégories, 136 éléments de publication, 620 informations à fournir. Et notamment, il y a une seconde salle de normes qui devrait arriver pour décliner ces normes de durabilité
au secteur, à différents secteurs d'activité. Alors, la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, comme je vous le disais, c'est l'actualité brûlante, hein, puisque la publication de l'acte délégué de cette CSRD a eu lieu le 31 juillet. Et l'objectif de cette CSRD, c'est d'orienter les investissements vers des acteurs économiques les plus responsables via la taxonomie et d'harmoniser, d'approfondir et d'harmoniser toutes les pratiques de reporting ESG. La CSRD impose aux entreprises de publier des informations plus détaillées en matière de durabilité. À partir du 1er janvier 2024, on va voir un peu plus de détails dans les prochaines slides. Alors, les objectifs, la comparaison, effectivement, entre entreprises, puisqu'on a un cadre assez structuré. Excusez-moi, je regarde l'heure. C'est un cadre qui est également beaucoup plus exigeant. La grosse différence par rapport à la NFRD et les déclarations de performance extra-financière, c'est l'intégration du concept de double matérialité. Alors, c'est quoi la double matérialité? Donc, on a vu tout à l'heure ces notions d'externalité. Alors, effectivement, on distingue deux types de matérialité. La matérialité d'impact qui se réfère aux externalités de l'entreprise sur ses parties prenantes, impact négatif ou impact positif. Donc ça, c'est ce qui était l'objet des déclarations de performance extra-financière jusqu'à présent. Et on va intégrer donc dans la CSRD la notion de matérialité financière, où on va déterminer quels sont les risques, les opportunités de notre environnement sur notre entreprise. Alors là, je vous ai fait mis un petit schéma sur le climat. L'entreprise va dire, voilà, quelles sont mes externalités sur le climat, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, comment je fais pour les atténuer, etc. Mais le climat va avoir également les variations, enfin, ces problématiques de réchauffement climatique, les incidents climatiques qui vont se produire de façon de plus en plus fréquente et avec une plus grosse intensité, vont également avoir un effet sur l'entreprise, sur ses assurances, sur ses approvisionnements, sur ses collaborateurs, des collaborateurs qui travaillent en extérieur avec effectivement des températures de plus de 40 degrés pendant des semaines et des semaines. Il va falloir prendre des mesures sur même ces infrastructures. Donc, il y a effectivement, donc la CSRD prend en compte effectivement ces impacts environnementaux et sociaux sur l'entreprise. Et le reporting extra-financier de la CSRD doit les intégrer de façon obligatoire. Alors, pour revenir sur ces notions de risque, on mesure à la fois le risque et les risques physiques, donc qui correspondent aux pertes directes qui sont liées aux dommages causés, par exemple, par les aléas climatiques. J'ai une matière première qui n'est plus accessible parce que voilà, la production de telle matière première agricole n'a pas pu, on est en situation pénurique. Ça intègre également le risque de transition, qui correspond aux conséquences économiques et financières que la mise en place d'un modèle économique bas carbone va générer pour mon entreprise. Et puis, le risque de responsabilité qui, lui, correspond aux compensations que l'entreprise pourrait être amenée à émettre en conséquence des externalités sur le climat. Voilà. Là, on parle essentiellement de cette fameuse taxe carbone dont on parle beaucoup. Alors, l'exemple, je reprends la SNCF. Voilà, la SNCF, dans son rapport de durabilité, va effectivement lister tous les impacts économiques, sociaux et environnementaux sur son écosystème, enfin, dans son rapport de durabilité. Mais bien évidemment, le changement climatique va entraîner des risques supplémentaires pour l'entreprise en termes d'infrastructure et de réseau. Hein. On sait que, voilà, par exemple, les voies ferrées sont soumises à des variations de volume en fonction de la température. Mais ce risque, il peut être aussi transformé en opportunité, puisque cette transition bas carbone va s'accompagner d'un usage de plus en plus fréquent
des trains électriques. Donc, la CSRD, elle s'intéresse à trois sujets non sectoriels, donc l'environnement, le social et la gouvernance, qui elles-mêmes sont déclinées en sous-enjeux. Sur l'environnement, ce sont les thématiques en fait de la taxonomie verte qui sont abordées, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, l'eau et les ressources marines, l'utilisation des ressources et l'économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution et la biodiversité des écosystèmes. Sur le volet social, eh bien, on va travailler dans le reporting financier sur l'égalité des chances, l'égalité homme-femme, le salaire, la formation, l'employabilité, l'inclusion de personnes handicapées. Seront abordées également de toutes les questions de conditions de travail, les salaires, le dialogue social, les accords collectifs, l'équilibre vie pro, vie perso, la sécurité, bien évidemment, de l'environnement de travail, le respect des droits de l'homme. Et puis, le dernier volet, qui est un volet important, qui est le volet de la gouvernance. Lors de notre second séminaire, on parlera beaucoup de ces problématiques de gouvernance, puisque voilà, donc là, dans ces problématiques de gouvernance vont être abordées la composition, comment sont prises en compte les enjeux RSE au niveau de la gouvernance, quelles sont les politiques d'éthique de l'entreprise, est-ce que l'entreprise a des engagements politiques, quelles sont les relations d'affaires que l'entreprise a mis en place, le système de contrôle également, y compris le contrôle comptable. Et les questions également de corruption qui vont être également abordées. La CSRD, c'est pour traiter l'ensemble de ces enjeux, 1144 informations qualitatives et quantitatives qui devront être collectées. Donc, autant vous dire qu'effectivement, pour les entreprises, ce reporting, c'est un travail qui est absolument considérable. Et ça demande une organisation effectivement aussi très spécifique. Par rapport à la déclaration de performance extra-financière, par exemple, il y a un gros travail supplémentaire qui devra être fourni. Alors, juste concernant, je voulais juste faire un petit aparté sur le reporting gouvernance. Dans un rapport de durabilité, on va regarder les aspects stratégiques. Est-ce que comment la stratégie, la démarche opérationnelle de l'entreprise intègre les impacts, quels sont les risques et les opportunités. On va également poser les questions de gestion des impacts, des risques et des opportunités, comment on les évalue, comment on les gère. Les questions de processus interne, de contrôle et de processus, toujours voilà, surveiller et gérer ces risques, ces impacts, ces risques et les opportunités qui sont associés. Et enfin, la mesure et les objectifs de durabilité. Voilà. Comment l'entreprise évalue sa performance, quels sont les outils qui ont été mis en place pour piloter ces indicateurs. Alors, par rapport à la déclaration de performance extra-financière, donc qui a été mise en place en 2018, quelles sont les différences fondamentales? Eh bien, la plus grosse différence, elle réside dans l'analyse de la double matérialité, avec une emphase qui va être vraiment mise sur les questions de climat, et avec l'obligation de produire un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur trois scopes. Alors, il y avait une obligation pour les entreprises réunissant au moins 500 personnes sur un même site de fournir un bilan de gaz à effet de serre, mais uniquement sur les scopes 1 et 2. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions de bilan CO2. Le scope 1, c'est les émissions directes. Donc, c'est les émissions qui sont dues aux procédés industriels, à la combustion et aux véhicules de l'entreprise. Le scope 2, c'est les émissions indirectes qui sont liées à la production d'énergie. Donc, c'est essentiellement la consommation d'électricité et la consommation de vapeur, de chaleur et de froid. Et puis, le scope 3, c'est toutes les autres émissions, les déplacements des salariés, le transport des marchandises
tous les achats, je vois qu'effectivement, par contre, ça n'est pas indiqué, les achats peuvent représenter dans certaines activités, notamment les activités industrielles, de 60 à 70% d'un bilan de gaz à effet de serre. Donc, c'est un travail aussi très, très important pour une entreprise d'évaluer son scope 3. Et ça sera donc, avec la CSRD, une obligation de produire ces éléments. Pour information, ces bilans de gaz à effet de serre doivent être déclarés au niveau de l'ADEME tous les 3 ans pour les entreprises donc, réunissant plus de 500 salariés sur leur site. Donc ça, c'est effectivement la grosse différence par rapport à la DPEF. La CSRD, elle existe. Vous avez vu le nombre effectivement d'indicateurs, de questions qu'il va falloir répondre. Donc ça nécessite, ce sera un travail énorme. Donc c'est un travail beaucoup plus exhaustif et beaucoup plus précis qu'était la DPEF. Et puis c'est dans la CSRD, notamment sur les enjeux climatiques, il ne sera plus pas possible de passer outre. Si effectivement ces enjeux climatiques ne sont pas abordés, il sera nécessaire pour l'entreprise de justifier pourquoi ces questions ne sont pas abordées. Bien évidemment, il y aura une obligation de certification des informations par un auditeur. On en reparlera le 21 septembre quand on parlera d'audit et données extra-financières. Et puis, dernier point, ces informations, elles devront être intégrées dans un rapport de gestion avec l'obligation aussi d'utiliser un format électronique standard, voilà, un cadre standard. Donc, au-delà, bien évidemment, de ces critères-là, la grosse différence, c'est le nombre d'entreprises qui vont être impliquées dans cette CSRD, hein, puisque de 12 000 entreprises qui étaient concernées par la NFRD, on passe aujourd'hui à 50 000 entreprises qui sont concernées par la CSRD. Alors, justement, ces entreprises concernées par la CSRD, donc la CSRD, elle s'applique à toutes les entreprises cotées. Elle s'applique à toutes les grandes entreprises qui valident au moins 2 des 3 critères. Chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros, un total de bilan supérieur à 20 millions d'euros et un effectif supérieur à 250 salariés. Les entreprises européennes seront également concernées. Un peu plus tard, on verra dans la dernière slide le calendrier de la CSRD. Si effectivement elles ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 150 millions d'euros et 150 millions d'euros pour chacune des 2 années précédentes. Et enfin, la CSRD, elle s'appliquera aussi aux PME et aux autres entreprises qui seront cotées en bourse, avec un délai supplémentaire, on verra sur le calendrier, et avec des règles qui seront un petit peu plus souples, avec, si elles réunissent 2 des 3 critères, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions de total de bilan et 50 salariés. Voilà pour cette slide-là et on va finir par le calendrier parce que voilà, c'est quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. Le calendrier de la CSRD. Alors, en 2025, les entreprises qui sont donc déjà concernées par la NFRD, donc la DPEF en France, devront effectivement organiser leur reporting extra-financier selon la CSRD. Donc, ça concerne les entreprises de plus de 500 salariés, 20 millions d'euros de total de bilan et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. À partir de 2026, donc sur les données de 2025, ce sont, donc on descend en termes de granularité, ce sont les entreprises de plus de 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net et plus de 20 millions d'euros au bilan. Et puis, à partir de 2027, donc sur l'exercice 2026, seront concernés les PME cotées sur un marché réglementé de l'Union européenne
qui comptabilise entre 10 à 250 salariés, avec une possibilité de différer cette obligation de reporting pendant 3 ans et en appliquant un standard allégé. Et ça concernera également les établissements de crédit de petite taille et non complexes, et également les entreprises d'assurance. En ce qui concerne les entreprises non cotées, une entreprise peut décider, pour des raisons stratégiques, parce qu'elle est déjà très impliquée, qu'elle fait déjà ce travail, et que stratégiquement, ce sont des questions qui sont importantes pour elle, ou pour des raisons d'investissement, faire rentrer un investisseur au capital de société ou céder son entreprise. Il y aura possibilité, effectivement, de fournir un reporting extra-financier, avec des règles qui seront également allégées, puisqu'on, bien évidemment, on pourra difficilement demander à une PME de 50 salariés de fournir 1114 critères d'évaluation de la performance extra-financière. Voilà, ce webinaire donc s'achève sur ce calendrier. Et maintenant, si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes, je crois, il nous reste 5-7 minutes. Si vous avez des questions, je suis toute prête à y répondre. Je vais regarder s'il y a des questions. Vous pouvez bien évidemment poser. Je suis désolée, c'est difficile de répondre aux questions, je suis toute seule, il n'y a pas de… pendant la durée du webinaire. Est-ce que vous souhaitez poser quelques questions sur cette CSRD Géraldine, oui. Tu as une question, alors je ne sais pas si tu as répondu déjà, mais à quand les seuils 4, 8, 50, s'il vous plaît? Voilà. Pardon, excusez-moi. Jean-Yves Perron qui pose la question, à quand les seuils 4, 8, 50? 4, 8, 50. Alors là, je ne maîtrise pas du tout je ne maîtrise absolument pas effectivement le calendrier de la Commission européenne. À mon avis, je suppose que ça ne sera pas avant 2024. Je crois qu'il y a déjà énormément de choses à faire d'ici la fin de l'année, puisque la transposition de la CSRD au niveau national devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc là, sur ces aspects calendriers, je ne pourrais pas vous répondre. De même que, vous avez vu qu'on se focalise beaucoup sur le climat, et ensuite, il va y avoir toutes les questions qui sont liées à la biodiversité, et les questions également d'ordre social vont, à mon avis, social et sociétal, vont être intégrées également à la suite de ces questions environnementales. Donc, je ne peux pas vous répondre. Alors, après, tu en as une autre. Les seuils s'appliquent-ils aux comptes sociaux uniquement ou aux comptes conso aussi? Alors, est-ce que tu peux répéter, Sandrine? Alors, les seuils s'appliquent-ils aux comptes sociaux uniquement ou aux comptes conso aussi? Je pense que ça s'applique aux comptes sociaux. Voilà. Je ne suis pas une hyper experte, etc., mais de ma compréhension, ça s'applique aux comptes sociaux. Est-il prévu des sanctions pécuniaires? Alors, il n'y a pas de sanctions pécuniaires qui sont prévues aujourd'hui. Alors, les sanctions, elles sont, on le verra dans le deuxième webinaire, il n'y a pas de sanctions pécuniaires. Les sanctions, de toute façon, elles seront essentiellement en termes d'image et de réputation. Il n'y a pas de sanctions pécuniaires qui sont prévues pour le moment. Voilà. Donc, et les sanctions, attention, les sanctions, c'est pour ça qu'on va l'aborder aussi pendant les questions d'audit. Les sanctions, elles seront bien évidemment si le rapport de l'auditeur est très négatif ou très mitigé. Voilà. Il n'y aura pas de sanctions si effectivement le reporting n'est pas fourni selon le standard ou n'est pas fourni dans les temps. La sanction, elle sera indirecte pour l'entreprise après l'audit de ce reporting, de ces questions extra-financières par les commissaires aux comptes en particulier.
Alors, après une autre. Les seuils s'appliquent-ils aux associations et fondations? Alors, à ma connaissance, non. Alors, ces seuils ne s'appliquent pas, effectivement. La CSRD s'applique voilà, aux entreprises voilà, aux sociétés d'assurance, enfin, toutes les sociétés qui ont un intérêt général, enfin, qui œuvrent dans l'intérêt général, mais les associations ne sont pas soumises à cette, ni les établissements publics d'ailleurs. Même si les établissements publics, enfin voilà, ou les collectivités ont elles-mêmes, enfin voilà, ont des obligations par contre en ce qui concerne les bilans de gaz à effet de serre. Les collectivités, par exemple, ont l'obligation de fournir des bilans de gaz à effet de serre. Ok. Est-il prévu des organismes de contrôle de ces informations? Le contrôle de ces informations. Alors, au niveau de l'audit, hein, alors c'est pas facile quand les questions sont écrites d'avoir des précisions par rapport à cette question. Alors après, je peux te faire un export des questions, éventuellement te les envoyer. Tu as les noms de ceux qui les ont posés en face et leur réponse. Moi, je veux bien, effectivement. Alors, voilà, le souci, c'est qu'une question écrite, voilà, est-ce que… tu peux répéter la question, Sandrine, parce que j'entends. Alors, est-il prévu des organismes de contrôle de ces informations? Et y a-t-il des obligations de contrôle? Voilà, parce que c'est la même question. Il y a des obligations de contrôle, ça sera l'objet du webinaire du 21 septembre. Hein. Donc, les problématiques d'audit et de contrôle, bien évidemment, voilà, c'est une obligation et ça fera l'objet de notre webinaire du 21 septembre. Donc, on en parlera beaucoup plus en détail la semaine prochaine, jeudi prochain. Je vais te faire un export des questions éventuellement et puis après on aura les réponses. Il y a beaucoup de questions, mais il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Dans cet export, j'aurai les emails des personnes qui posent des questions. Je pourrai y répondre de façon individuelle. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, il y a peut-être une ou deux questions qu'on peut prendre, qu'on peut reprendre. Voilà, une question générale de compréhension sur cette présentation. Qu'est-ce que j'ai? J'en vois plus là pour l'instant. Pas pour l'instant. Non. Alors voilà, moi ce que je vous propose, c'est que Sandrine m'envoie vos questions et que je vous réponde de façon collective ou individuelle. J'espère par quel biais je peux répondre, soit l'intégralité effectivement des personnes qui ont participé à ce webinaire, soit de façon individuelle. Mais dans l'après-midi, je répondrai à toute question particulière. Je vous remercie pour l'attention que vous avez prêtée à ce webinaire. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de semaine. Et puis, j'espère vous voir très nombreux jeudi prochain sur ces questions d'audit. Donc, on va aborder ces audits, qui peut auditer. Les questions qui vont être posées, c'est qui peut auditer, comment auditer. Voilà, ce seront les questions principales. Et on finira ce second webinaire aussi par les opportunités. Quelles sont les opportunités pour un cabinet de commissariat aux comptes qui se présente, voilà, quelle offre on peut développer ou par rapport effectivement à ces nouvelles obligations ou pas d'ailleurs, de reporting extra-financier. Dernière petite question, est-ce qu'on peut diffuser le support aux participants? Oui. Bien sûr, sans aucun souci. Oui, bien sûr. Et moi, je reste à votre disposition. S'il y a des questions qui arrivent après, je reste. Sandrine, tu fais l'intermédiaire pour me. Je t'envoie tout ça. Pour me transmettre. Pas de souci. Bonne journée à tout le monde. Très bien. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous et pour certains, je vous dis à très vite par email ou à la semaine prochaine pour notre prochain webinaire. Au revoir.